Soyez les bienvenus dans l'hebdo, les temps forts de l'actualité de la semaine en 15 minutes chrono. Et on démarre avec un train nommé Désir du côté de Nallier. Voilà 2 ans que les maires de ce bassin du Sud-Vendée travaillent à montrer à la région qu'une halte des trains sur la ligne La Roche-La Rochelle est fondamentale pour la commune et ses alentours. Un bassin de vie de 14 000 habitants qui retrouvera ainsi une desserte ferroviaire comme jusqu'en 1970. Les explications d'Agathe Poulet. Voici où pourrait se trouver la future halte de Nallier sur l'axe La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Un projet qui pourrait bientôt voir le jour avec comme objectif donner un coup d'accélérateur à la mobilité dans un territoire qui en souffre. Entre Luçon et Fontenay, vous avez Nallier, mais entre les deux, vous n'avez pas de transport. D'où l'importance d'un train. Ça, c'est le premier. Le point important aussi, c'est que toutes les communes avoisinantes ont besoin de ce transport pour leurs habitants. Si vous prenez là où on veut faire la halte de Nallier et que vous faites un cercle de 10 minutes de transport, vous avez 14 000 habitants. Depuis plusieurs mois, 8 maires des communes voisines se rassemblent et se mobilisent autour de ce projet de développement territorial afin de donner une voix supplémentaire dans l'espoir d'être un jour entendu par la région. On a la chance d'être à 5 km de Nallier. C'est un petit village qui est très accessible. Ça serait même irresponsable de ne pas les soutenir. C'est même plus qu'important. Il en va de l'essor de notre territoire. Et on a du chemin à récupérer pour arriver dans la moyenne vendéenne. Donc il faut se battre. Ça ne va pas venir tout seul. Et donc on est prêt à se battre pour défendre notre Sud-Vendée et le remettre en valeur et aider nos jeunes à pouvoir bouger. Les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine prévoient la création d'un voire 2 arrêts. Pour la commune de Nallier, ce projet est réalisable avec un parking de 90 places déjà existant et l'accès au rail depuis le centre-bourg. Pour la communauté de communes, les enjeux de mobilité, mais aussi économiques et touristiques, sont primordiaux à défendre et à développer. Dans le Sud-Vendée, on pourrait compter les 2 fois 2 voies, il n'y en a pas. Je considère que c'est un territoire qui est un petit peu oublié. Et une halte à Nallier, eh bien, ça va donner un plus pour la mobilité de nos citoyens. À 4 km d'ici, 5 km, nous avons 200 hectares, 300 hectares qui sont construits par le Vendéopole. Point de vue touristique, nous avons plusieurs atouts, mais nous, notre projet, on considère qu'il est non pas meilleur, mais réalisable rapidement, puisque nous avons fait un devis concernant le quai. On sait combien que ça peut coûter pour faire un quai. Une halte estimée à 712 000 €, toutes taxes comprises. Avant qu'elle ne voie le jour, plusieurs réunions seront prévues avec la région. La décision finale sera prise au plus tard fin décembre. Du côté de Challans, la commune se dote d'un logement pour accueillir les internes en médecine. Rénovée dans le centre-ville, la maison vise à faciliter l'installation de la nouvelle génération de généralistes. C'est la 6e du genre dans le département. Cette maison est donc destinée aux stagiaires qui font une partie de leur internat en libéral. L'idée, c'est de faire un pari sur l'avenir en leur facilitant la découverte du département lors de leur passage pendant leurs études. Le principe de la charte, c'est 3 chambres. Donc 3 internes par semestre et pour un prix qui est quasi nul. C'est-à-dire que la moyenne, c'est, comme ici à Challans, c'est 200 € par chambre. Le département verse une bourse d'hébergement des internes de 900 € par semestre, ce qui fait un reste à charge quasi nul de 50 € par mois. Parce qu'il ne faut pas oublier que les internes, ils dépendent de la fac de Nantes, ils peuvent venir d'ailleurs, mais ils dépendent de la fac de Nantes quand ils sont internes, et donc ils ont un appartement à Nantes. Donc le double loyer, c'est quasiment impossible. Les trajets, c'est trop contraignant. Donc là, on les fidélise, j'ai envie de dire, on leur donne envie d'habiter ici, la qualité de vie, le goût de la qualité de vie vendéenne, en logeant en centre-ville, parce que là, on est en cœur de ville de Challans. Il s'agit donc d'un logement en colocation, avec un loyer très bas pour ne pas être un frein à l'éloignement de l'université de rattachement. On a par exemple des internes qui disent avoir des difficultés pour se loger, par exemple dans l'agglomération de Saint-Nazaire ou autour de La Roche-sur-Yon, et qui du coup ne choisissent pas les stages parce qu'ils savent que ça va être compliqué. Ils préfèrent avoir un stage qui parfois est moins formateur, mais plus proche de leur lieu de vie. Parce que dans certaines zones, pouvoir se loger que pour 6 mois, les propriétaires sont pas très chauds pour nous louer. Et parfois ça prend des budgets importants, sachant qu'on peut pas non plus se permettre d'avoir 2 loyers. Parfois, certains ont un appartement sur la métropole parce que sur d'autres stages, ils sont en métropole nantaise et c'est que pour 6 mois qu'ils bougent. Ils vont peut-être pas lâcher leur appartement en région nantaise pour 6 mois. Donc, avoir la possibilité d'être logé bien comme il faut, dans des bonnes conditions pour découvrir le territoire, c'est nécessaire.
Lundi après-midi, des boulangers de toute la France se sont donné rendez-vous à Paris pour manifester contre la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières. Les annonces gouvernementales ne suffisant pas à leur sens. Alors parmi les manifestants présents, Dany Coirier, boulanger dans le sud Vendée et cofondateur du collectif pour la survie de la boulangerie et de l'artisanat. Nous l'avons joint place de la Nation juste avant le départ du convoi pour le ministère des Finances. Nous, on demande une équité pour l'ensemble de l'artisanat, c'est-à-dire que tout le monde ait un bouclier tarifaire pour protéger tout l'artisanat. Si demain on n'obtient pas ça, je vous laisse imaginer la suite. Donc aujourd'hui, on a décidé de venir à Paris puisque le ministère est à Paris. Et on ne s'interdit pas dans les semaines à venir de faire quelques marches dans les régions et les départements. Manifestation qui se déroulait contre l'avis du président de la Confédération des boulangers qui serait toujours en négociation avec le gouvernement. C'est une page qui se tourne à Fontenay-le-Comte. Sur les bords de la Vendée, l'ancienne imprimerie Lusso n'est plus. Un vaste chantier de déconstruction, de déblayage, de fouilles, puis de reconstruction est entamé. Les prochains locataires du site devraient pouvoir y poser leurs valises dans 2 ans. Le reportage de Cyril Guillet. Implanté sur les bords de la rivière Vendée, au cœur de la cité, le bâtiment qui abritait l'imprimerie Lusso a presque totalement disparu. La déconstruction de ce symbole économique de la ville a débuté au mois de novembre dernier. Un projet qui était en attente depuis près de 10 ans déjà. Les travaux de démolition et de dépollution vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023, début 2024. Et dès maintenant, nous travaillons avec le promoteur Duré pour pouvoir dessiner le futur aménagement du site avec une 40aine de logements qui vont pouvoir venir s'implanter en bord de Vendée, en plein cœur de ville de Fontenay-le-Comte. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir du logement qualitatif qui puisse revenir dans ce centre-ville. Ça fait très longtemps que Fontenay n'a pas connu de promotion immobilière et désormais avec ce projet, voilà, c'est chose faite. S'inscrivant dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, ce chantier s'étend sur 4000 m². Dans cet espace, 400 m² de biens seront réhabilités et le reste accueillera des constructions neuves. Mais pour le moment, l'heure est à la démolition et à la dépollution du site. Il y a des hydrocarbures, il y a du mercure, il y a un certain nombre de pollutions qui sont liées à l'usage précédent du site. Et c'est vrai que notre intervention, elle vient permettre de gérer la pollution, c'est-à-dire enlever la pollution pour que derrière on puisse y habiter comme on habiterait n'importe où ailleurs en Vendée. Le projet initialement prévu a été retoqué par l'architecte des Bâtiments de France. Aujourd'hui, une seconde proposition est à l'étude avec la création d'un espace vert. En tout cas, ça ne remet pas du tout en cause le projet, ni même en termes de phasage, étant donné qu'on est toujours dans la phase de démolition. Ça permet de mener à la fois en parallèle la partie démolition et la partie conception, dépôt du permis de construire pour la réalisation future du projet. À la fin de cette première phase, la Direction régionale des affaires culturelles lancera un chantier de fouilles d'archéologie préventive. La construction de ces 40 logements devrait être lancée en 2024 pour une livraison programmée courant 2025. En Vendée, je suis vrai. C'est le nouveau slogan choisi par le département pour sa nouvelle identité touristique. La dernière campagne avait eu lieu en 2019. Alors, différents clips vidéo permettent de découvrir les activités, loisirs et paysages en fonction du profil des vacanciers. Cette campagne de communication s'adresse tout particulièrement aux familles, aux couples et aux plus jeunes qui choisissent de partir entre amis. En général, les gens viennent en Vendée passer des vacances en famille et donc c'est une cible qu'il nous faut adresser. Et puis, on cherche aussi à diversifier un petit peu cette clientèle en allant chercher les jeunes, parce que c'est une population qui n'a pas forcément le réflexe de venir en Vendée. Et puis également les CSP+, un acronyme pour dire qu'on cherche aussi des ménages qui ont des revenus un peu plus élevés et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en Vendée. Et donc, on veut aussi chercher cette clientèle, la faire venir en Vendée, parce qu'il y a des investisseurs, en tout cas des produits qui s'adressent à cette cible, et donc on veut que ça matche entre les deux. Et 825 spots seront diffusés sur les mois de février-mars sur les chaînes du groupe TF1, en plus de spots sur Internet et les réseaux sociaux. Un investissement total de 600 000 € pour promouvoir la riche offre touristique du département.
Sur un marché du travail où certaines entreprises n'arrivent pas à embaucher suffisamment, toutes les pistes sont exploitées pour pouvoir attirer les candidats. Depuis 2002, les employeurs peuvent par exemple prétendre au label Great Place to Work, une certification qui garantit un environnement de travail agréable et propice au développement. Pour le cabinet qui décerne ce titre, la qualité de vie au travail n'a rien de subjectif. Elle répond à une méthodologie bien précise. Le label Great Place to Work met en avant les entreprises où il fait bon travailler en France. Donc Great Place to Work est un acteur référent en matière d'expérience collaborateur. Et donc on a mis en place un outil qui sert à mesurer l'expérience collaborateur au sein des organisations, donc de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Et donc ce questionnaire est composé d'une 60aine de questions fermées. Il est adressé à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, sur la base des réponses positives à ce questionnaire, on valorise les organisations qui sont dans une démarche d'amélioration continue et donc qui met en lumière les entreprises où il fait bon travailler. C'est une petite plaque qui peut paraître anodine, mais qui en dit pourtant long sur l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Lundi du Monde était réuni autour des locaux de la gendarmerie qui commémorait les 300 ans de sa présence dans la commune. 3 siècles d'histoire de la sécurité publique gillo-crucienne qui a commencé à cheval en 1720 et qui n'a pas cessé d'évoluer depuis. Les premières implantations de brigades territoriales datent de 1720 et alors la pandémie nous a fait prendre un peu de retard, mais on a tenu quand même à marquer le coup aujourd'hui puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie des 423 brigades tricentenaires qui opèrent encore aujourd'hui dans une commune où elles ont vu le jour en 1720. Cette plaque, elle est symbolique, mais elle a beaucoup de valeur à nos yeux parce que 300 ans au service d'un territoire et de ses habitants, ce n'est pas rien. On pouvait l'apercevoir en manœuvre mardi et mercredi avant de réaliser ses premières rotations entre L'Île-Dieu et Fromentine. Le nouveau bateau de liaison Insula Oya 3 était en test. Des essais qui permettront entre autres de déterminer sa vitesse. Une allure qui s'annonce plus rapide que celle de son prédécesseur Insula Oya 2 qui officie depuis avril 1982. Et ce n'est pas la seule avancée qu'offre ce nouveau navire. La région a déboursé pour lui près de 22 millions d'euros. On écoute Julien Bainvel, le vice-président de la commission infrastructure, transport et mobilité durable pour la région. Ce qui va changer, c'est qu'on a un bateau qui va fonctionner en alimentation électrique quand il sera à quai. Et donc, ça veut dire moins de nuisances sonores et moins d'émissions de CO2 et de particules fines, qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante, puisque on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules. C'est un spécialiste de la lumière, du cadrage ou encore de la mise en scène. Stéphane Audran est photographe professionnel dans le Nord Vendée. Et si son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, son travail, lui, devrait vous parler. Membre de l'équipe de France de la photographie pour la 2e fois de sa carrière, il vient de participer à la Coupe du Monde de sa discipline. Alors avec Cyril Guillet, Stéphane a accepté d'inverser les rôles et c'est son portrait à lui qui est brossé. On commence par te mettre à peu près là. Ok, un poil plus proche de moi, nickel. La spécialité de Stéphane Audran, c'est le portrait. Un domaine dans lequel il excelle et pour lequel il a été récompensé. Il y a peu, il s'est vu remettre le premier prix du concours des médailles de la photographie professionnelle française grâce à ce cliché. Cette fois, c'est en catégorie commerciale, même si on tourne de toute façon autour du portrait. En fait, c'est un client qui avait vu justement la photo qui avait été primée la dernière fois, qui adorait mon style d'image, et qui avait l'idée de faire quelque chose autour d'une reproduction du tableau La Scène de Vinci. En fait, il s'appuyait sur mon savoir-faire en termes de lumière et de mise en scène pour recréer ce tableau emblématique. Je suis en tout cas ravi et fier que cette image ait retenu l'attention du jury. À la limite, tourne-toi un tout petit peu vers la droite comme ça. Ok. Que le visage vers moi comme ça. Si en 2021, il s'était contenté de la médaille d'argent, cette année, il monte sur la plus haute marche du podium. Une récompense qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France et qui va lui permettre de participer pour la 2e fois à la Coupe du Monde de la photographie. C'est déjà une victoire d'avoir marqué les esprits ou d'avoir retenu l'attention avec mon travail.
Le jury en France, en tout cas, c'est composé de meilleurs ouvriers de France, enfin de gens qui ont du talent et du savoir-faire et de l'expérience. Déjà, une sélection, c'est génial. Donc, il y a plusieurs catégories, tout ça c'est mélangé dans toutes les catégories, mais rien qu'en commercial, on est déjà 3 en équipe de France et donc 3 fois 32 pays pour la partie commerciale. Donc c'est vrai qu'il y a du très très gros niveau. Voilà, j'y vais sans grosses illusions, mais bon, on garde toujours un petit espoir, ce serait le petit plus. En 2021, il s'était classé 7e dans la catégorie portrait avec cette photo. Cette année, il espère atteindre la finale et pourquoi pas briguer une première place.